Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons étudier les polynômes d'endomorphisme. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir en nombre réel et surtout les puissances d'un nombre réel. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est a à la puissance 0 avec 1 réel. Alors par convention, pour que ça c'est égal à 1. Donc le 1 est dans R. Alors maintenant, pour un endomorphisme T, on va adopter la même convention, c'est-à-dire T à la puissance 0 égale à l'identité. Alors évidemment, le 1 qu'on a dans R, c'est l'élément neutre de R. Et l'identité, c'est aussi l'élément neutre dans l'anneau des endomorphismes de E dans E. Donc T à la puissance 0 égale à l'identité, peut être vue comme étant l'identité dans R. On a donc la même convention pour les matrices. A à la puissance 0, c'est IN. Avec IN, c'est la matrice identité. Maintenant, si je considère un polynôme P à coefficient dans le corps K, de la forme alpha 0 plus alpha A x plus alpha P x à la puissance P, alors on pose P de T, c'est alpha 0 fois l'identité. Il a remarqué que le alpha 0, normalement, c'est alpha 0 fois 1, avec le 1 de l'anneau du corps K. Et donc, quand on remplace x par t, l'indéterminé x par t, alors le 1, je le remplace par l'identité de E. X par t, x à la puissance p, on le remplace par t à la puissance p. Et on fait la même chose pour P de A, où A une matrice de taille n, une matrice carrée de taille n. Alors, dans cette proposition, on fixe T, un endomorphisme de E, et on considère l'application phi qui va de l'ensemble des polynômes à coefficient dans K dans l'ensemble des endomorphismes de E. Alors, il se trouve que dans Kx et Le, il y a deux structures algébriques qui cohabitent ensemble, à savoir la structure d'espace vectoriel et la structure d'anneau. Alors, plus précisément, dans Kx, on a la structure d'espace vectoriel parce qu'il y a l'addition dans Kx et il y a aussi la multiplication par un scalaire. Et ces deux lois confèrent à Kx la structure d'espace vectoriel. Sur K. On a aussi le produit dans Kx, et dans Kx muni du produit et de l'addition, évidemment, c'est la même addition qui existe dans Kx en tant qu'espace vectoriel. Est un anneau. Alors, la même chose dans LE, on a ces deux structures algébriques. La première, due à la présence de l'addition et de la multiplication par un scalaire dans l'endomorphisme, qui donne à LE la structure d'espace vectoriel sur le corps K, bien sûr. Et on a aussi la structure d'anneau qui vient du fait que LE est muni de la composition. Donc là, au lieu du produit, il y a la composition dans LE et l'addition. Donc ça, c'est un anneau. Alors, je reviens à l'endomorphisme T. Donc, étant donné un endomorphisme T dans LE, l'application phi qui va de Kx dans LE, donc ça c'est l'application phi, qui a P associe P de T, est une application qui va dans l'ensemble menu de deux structures algébriques dans un autre menu de deux structures algébriques. Alors si je considère Kx, ou bien si je vois Kx comme un espace vectoriel, et LE aussi, alors phi est une application linéaire.
Et si on considère Kx comme étant un anneau, et LE aussi, alors dans ce cas phi est une application, est un morphisme d'anneau. Alors, ce qu'on retient de tout ça, c'est que phi, il préserve ou bien il respecte toutes les opérations algébriques qui existent dans Kx et dans LE. C'est-à-dire qu'il respecte l'addition, la multiplication par un scalaire et le produit. Alors, on se donne deux polynômes P et Q, Px de la forme alpha 0 plus alpha 1x plus alpha p x à la puissance P. Alors, en général, P, c'est le degré du polynôme P. Q est un polynôme du degré Q de la forme bêta 0 plus bêta 1x plus bêta q x à la puissance Q. Alors, P et Q sont deux polynômes arbitraires et donc il n'y a rien qui force P à avoir le même degré que Q. Alors, histoire d'unifier l'écriture de P et Q, je suppose que Q est inférieur ou égal à P. Évidemment, il peut y avoir égalité, c'est-à-dire je peux avoir P qui a le même degré que Q, mais en général, le degré de P et le degré de Q sont différents. Alors, on suppose que Q est inférieur ou égal à P, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a le polynôme P qui s'écrit sous sa forme, alpha 0 plus alpha 1x plus alpha p x à la puissance P. Q de x, quant à lui, c'est bêta 0 plus bêta 1x plus bêta qx à la puissance Q. Avec Q inférieur à P. Alors, qu'est-ce que je fais? Je complète avec des zéros. Donc, plus 0 fois x à la puissance Q plus 1, plus 0 fois x à la puissance P. Donc là, je n'ai rien fait que rajouter un terme nul, qui ne change pas Q de x. Donc, là, j'ai P et Q qui s'écrivent de la même manière, c'est-à-dire, ils s'écrivent tous sous cette forme. Bêta Q, c'est bêta 0 plus bêta 1x plus bêta p x à la puissance P. Et P, c'est alpha 0 plus alpha 1x plus alpha p x à la puissance P. Donc la somme de P et Q s'exprime de façon très simple. C'est la somme terme à terme. C'est alpha 0 plus bêta 0 plus alpha 1 plus bêta 1x plus alpha p bêta p x à la puissance P. Et le produit P fois Q de x, c'est la somme sur les IJ, donc c'est une double sommation. Les IJ sont compris entre 0 et P, de alpha I bêta J, x à la puissance I plus J. Alors maintenant, on va calculer phi de P plus Q. Alors je remplace x par t dans cette expression. Et donc ça donne phi de P plus Q, c'est la somme sur les I de alpha I plus bêta I t à la puissance I. Et là, je peux écrire ça comme somme de alpha i t à la puissance i et la somme de bêta i t à la puissance i, ce qui est égal à phi de P plus phi de Q. Donc, phi préserve ou bien respecte l'addition. Maintenant, pour le produit, on a phi de P, Q, c'est la somme sur les ij, alpha i bêta j, t à la puissance i plus j. Et ça, on peut réécrire, c'est la somme sur les i de alpha i t à la puissance i, composé avec la somme sur les j, bêta j, t à la puissance j. Ce qui est égal à phi de P rho phi de Q. Alors, la composition ici, c'est le produit dans LE. Et donc, ça prouve que phi est un morphisme d'anneau. Maintenant, pour établir que phi est une application linéaire, il suffit de démontrer que phi respecte la multiplication par un scalaire, c'est-à-dire que phi de lambda p, c'est lambda phi de p. Et ça, c'est une simple vérification. Donc, lambda p, c'est lambda alpha 0 plus lambda alpha 1x plus un lambda alpha p x à la puissance p. On remplace x par t, ça donne phi de lambda p égale à lambda alpha 0 l'identité plus lambda alpha 1t plus lambda alpha p t à la puissance p. On factorise avec lambda et on obtient lambda phi de p. Donc, phi est une application linéaire. Maintenant, si on considère une matrice A, une matrice carrée de taille n, on peut définir l'application psi de kx dans mnk qui a p associé p de A. Alors, la même chose ici, comme dans le cas des endomorphismes, on a kx est un anneau et un espace vectoriel,
MNK aussi possède les deux structures, c'est-à-dire elle est à la fois un anneau et un espace vectoriel. Et on démontre de la même manière que Psi est un morphisme d'anneau et une application linéaire. Pour un endomorphisme T de E, on note K de T l'ensemble des polynômes T, c'est-à-dire l'ensemble des endomorphismes de la forme P de T, où P est un polynôme à coefficient donc. Alors, un élément qui se trouve, ou un endomorphisme qui se trouve dans K de T, est appelé un endomorphisme en T. Alors, K de T est un sous-espace vectoriel de LE et aussi un sous-anneau commutatif de LE. Je rappelle que dans le résultat précédent, on avait fait une application qui va de Kx dans LE qui a P associé P de T. Et donc, K de T, ce n'est rien d'autre que l'image de phi. Et on sait que l'image d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel et que l'image d'un morphisme d'anneau est un sous-anneau de l'anneau d'arrivée. Donc, K de T est un sous-espace vectoriel et aussi un sous-anneau de LE. Alors maintenant, ce qu'il faut démontrer, c'est que le sous-anneau est commutatif. Donc, je considère R et S deux éléments de K de T. Alors évidemment, R et S, l'appartenance de R et S à K de T implique l'existence de deux polynômes P et Q, tels que R égale à phi de P et S égale à phi de Q. Alors on a R en S, c'est phi de P en phi de Q, et je sais que phi est un morphisme d'anneau, donc ça donne phi de P fois Q. Le produit dans l'anneau des polynômes est un produit commutatif. Donc ça c'est commutatif. Et donc c'est égal à phi de QP, qui est égal à phi de Q en phi de P, égal à S en R. Ce qui montre que le sous-anneau K de T est commutatif. Pour les matrices, on démontre de la même manière que l'ensemble Ka, qui est égal à P de A où P parcourt les polynômes à coefficient donc K, est un sous-espace vectoriel et un sous-anneau commutatif de MNK. Une propriété qu'on va utiliser souvent dans ce cours est la suivante. Si je prends PQ de polynômes, alors Q divise P implique que le noyau de Q de T inclut dans le noyau de P de T. Alors le fait que Q divise P implique que P s'écrit comme U fois Q, où U est un polynôme à coefficient donc K. Maintenant si je prends X dans le noyau de Q de T, alors P de T appliqué à X, c'est U de T en Q de T. Alors ça pourquoi? Parce que P de T normalement c'est phi de P. Alors, P de T, c'est phi de U, Q. Et comme c'est un morphisme d'anneau, alors ça, c'est phi de U, rho, phi de Q. Et donc, c'est U de T, rho, Q de T. Et Q de T de X est égal à 0 parce que X est supposé dans le noyau de Q de T. Donc P de T de X égale à 0 et donc X est un élément du noyau de P de T. Avant d'énoncer le prochain théorème, j'aimerais faire un petit rappel sur les polynômes et surtout les résultats qui me seront de grande utilité dans toute la suite de ce cours. Un polynôme P dans K de X est irréductible s'il vérifie les conditions suivantes. Alors P n'est pas constant.
c'est-à-dire que son degré est supérieur ou égal à 1. Et les seuls diviseurs de P sont les constantes non nulles et les polynômes de la forme alpha P où alpha est donc K privé de 0. Alors, quand K égale à R, les polynômes irréductibles sont tous de la forme suivante. Alpha x plus bêta, où alpha est différent de 0, ou bien alpha x carré plus bêta x plus gamma, avec le delta, c'est-à-dire bêta carré moins 4 alpha gamma, inférieur à 0, strictement à 0. Tandis que pour k égale à c, les polynômes irréductibles sont tous de degré 1, donc sont de la forme alpha x plus bêta, où alpha est strictement est différent de 0. Les polynômes irréductibles peuvent être vus comme étant l'analogue dans Kx des nombres premiers dans Z. On sait par exemple que si P est un nombre premier dans Z, alors P divise A fois B implique que P divise A ou P divise B. On a la même chose dans Kx pour les polynômes irréductibles. Si P est irréductible, alors P divise AB où A et B sont deux polynômes, alors P divise A ou P divise B. Alors je rappelle qu'un polynôme P est diunitaire si le coefficient dominant vaut 1. C'est-à-dire, si je prends P, c'est Px, c'est A0 plus A1x plus AKx à la puissance K. Alors, avec K, c'est le degré de P, alors AK égale à 1. Dans Z, on sait que n'importe quel nombre relatif non nul, n dans Z étoile, je peux écrire n sous cette forme, c'est P1 à la puissance K1 fois PR à la puissance KR, où P1, P2, PR sont des nombres premiers. En plus, cette écriture est unique à l'ordre près. Alors là aussi, on a la même chose pour les polynômes, c'est-à-dire si je prends P, un polynôme non nul, alors P s'écrit comme un lambda fois P1 à la puissance K1, PR à la puissance KR, où les PI sont irréductibles et lambda différent de 0. Évidemment, cette écriture est unique à l'ordre près. Maintenant, je rappelle ce que c'est le PGCD de deux polynômes A et B. Alors, soit
AB, deux polynômes à coefficient dans K, alors il existe un unique polynôme qu'on note Q, vérifions la chose suivante. Alors Q, on le suppose unitaire. Et Q divise A et Q divise B. Et quel que soit D, un polynôme, on a D divise A et B si seulement si D divise le polynôme. Alors ce polynôme Q est appelé le PGCD de A et B. Alors PGCD, ça veut dire le plus grand commun diviseur de A et B. Et on note Q égale PGCD de A et B. Définition, je change de couleur. Définition, A et B sont dits premiers entre eux si le PGCD de A et B égale à 1. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun diviseur commun de degré supérieur ou égal à 1. Maintenant, on est en mesure d'énoncer un des résultats principaux dans ce cours, dans ce chapitre, qui est le lemme des noyaux, qui dit que si on considère une famille de K polynômes, 2 à 2 premiers entre eux, et on pose P, c'est leur produit, et je fixe T un endomorphisme de E, alors le noyau de P de T est égal à la somme directe des noyaux de PI de T avec I variant entre 1 et K. Alors, si K est égal à 1, alors il n'y a rien à démontrer parce qu'il va y avoir un seul polynôme et donc l'égalité est également vérifiée. Alors, on va supposer que le résultat reste vrai lorsque je considère K-1 produit avec K supérieur à K à 2 et je démontre que le résultat reste vrai lorsque je considère un produit de K polynôme. Donc, l'hypothèse de l'équivalence appliquée à Q comme produit de P1, P2, Pk-1 donne que le noyau de Q de T égale au noyau de P1 de T, somme directe noyau de P2 de T, et le dernier terme, c'est le noyau de Pk-1 de T. Maintenant, comme Q est Pk divise P, en fait, P, elle s'écrit P s'écrit comme Q fois Pk. Donc Q et Pk divise P implique que le noyau de Q de T est inclus dans le noyau de P de T, et le noyau de Pk de T est inclus dans le noyau de P de T. Et donc, la somme de ces deux sous-espaces reste dans le noyau de P de T. D'autre part, on a Q et Pk sont premiers entre eux. Alors, pour le voir, on va supposer que D qui est égal au PG CD de Pk et K est différent de 1. Donc, c'est le PGCD de Pk et Q. On suppose qu'il est différent de 1 et donc son degré est supérieur ou égal à 1. Donc, il existe un polynôme
un polynôme irréductible U tel que U divise D. En fait, on a D s'écrit comme produit de polynômes irréductibles avec des puissances, bien sûr. Et donc là, je prends un polynôme irréductible U qui divise D. Donc il existe toujours, du moment que le degré de D est supérieur ou égal à 1. Alors, dans ce cas, on a U divise PK et U divise Q. Alors, comme Q, c'est le produit de P1, PK moins 1, U divise Q implique que U divise un certain PJ. Donc, il existe un J entre 1 et K moins 1, tel que U divise PJ. Donc, on va se retrouver avec U divise PK et U divise PJ. Donc U divise le PGCD de PK et PG qui est égal à 1. Ce qui est absurde parce que on a eu le degré supérieur ou égal à 1 et il divise 1, donc ça c'est pas possible, donc c'est absurde. Donc ça prouve que PK et Q sont premiers entre eux. Donc par le théorème de Bézout, on a l'existence de deux polynômes U et V, tels que A égale à VPK plus UQ. C'est-à-dire 1 égale à Vx PKx plus U de x fois Qx. Alors maintenant ce qu'on fait, c'est remplacer x par t, donc ça donne 1 devient l'identité. Je remplace x par t, donc ça donne v de t, en rond pk de t plus u de t en rond q de t. Alors à l'aide de cette égalité, on va démontrer que le noyau de P de t est inclus dans le noyau de Q de t plus le noyau de PK de t. Et on va démontrer aussi que l'intersection du noyau de Q de t et le noyau de PK de t est réduit à 0. Il est réduit à 0. Alors le x appartenant au noyau de P de t, je peux l'écrire, c'est V de t rho PK de t appliqué à x plus U de t rho Q de t appliqué à x. Alors on pose y, c'est ce vecteur, donc ça c'est y et ça c'est z. Alors si j'applique Q de t à y, on obtient Q de t appliqué à y égale à Q de t en V de t en PK de t appliqué à x. Et comme le produit est commutatif, comme tous ces endomorphismes, Q de t, V de t, PK de t, appartient à K de t, et K de t c'est un sous-endomorphisme commutatif, alors je peux changer l'ordre du produit, et donc écrire tout ça comme V de t, en Q de t, en PK de t, appliqué à x. Or, Q de t en PK de t, c'est exactement Q. Donc c'est V de t rond Q fois PK de t appliqué à x. Et ça, bien sûr, c'est le polynôme P. Et donc on obtient V de t rond P de t appliqué à x. Et ça, c'est 0 parce que x appartient au noyau de t. Si j'applique
pk de t à z, on démontre de la même manière que c'est égal à u de t rho p de t appliqué à x, et donc égal à 0. Et donc on obtient que x, qui est la somme de y plus z, appartient au noyau de q de t plus le noyau de pk de t. Ce qui montre cette inclusion. Et par conséquent, cette égalité. Montrons maintenant que l'intersection est réduite à 0. Donc je prends x dans le noyau de q de t et aussi dans le noyau de pk de t. Alors en utilisant l'identité suivante, l'égalité suivante, donc id c'est l'identité de E, c'est v de t rho pk de t plus u de t en q de t. Alors j'applique ça à x, ça donne x égale à vt rho pk de t x plus u de t rho q de t x. Alors comme x appartient au noyau de pk de t, alors ça c'est 0. Et comme x appartient aussi au noyau de q de t, alors ça c'est aussi 0. Et donc on obtient finalement que x égale à 0. Il vient donc que le noyau de p de t égale au noyau de q de t sont directs avec le noyau de pk de t. Et je remplace le noyau de q de t par la somme directe du noyau de p1 de t, du noyau de p2 de t et le noyau de pk-1 de t. Et donc ça donne la décomposition recherchée. Avant de terminer, j'aimerais revenir sur un exercice qu'on a traité et qui concerne les endomorphismes T de R4 dans R4, vérifiant T carré égale à moins T. Alors on a démontré que R4 se décompose comme noyau de T, somme directe, noyau de T plus l'identité. En réalité, on a démontré que R4 c'est la somme du noyau de T et de l'image de T, et on a démontré que ça c'est égal, que le noyau de T plus l'identité est égal à l'image de T. Donc finalement, on avait R4 égale le noyau de T somme directe avec le noyau de T plus l'identité. Alors cette décomposition, on peut la voir facilement à partir du lemme des noyaux. En effet, T carré égale à moins T, équivalente à la chose suivante, T plus l'identité, or T égale à 0. Et donc si je considère le polynôme Px égale à x plus 1 fois x, alors Px, alors P de T égale à 0, et donc le noyau de P de T égale à R4. Et c'est égal aussi au noyau, alors si j'écris le premier polynôme, x plus 1 c'est u, et le second c'est v, x, alors le noyau de P de T c'est le noyau de u de T, somme directe, avec le noyau de v de T. Or, le noyau de u de T, c'est exactement le noyau de l'endomorphisme T plus l'identité, somme directe, noyau de T. Maintenant, on va définir ce que c'est une projection dans un espace vectoriel. La notion de projection, on l'a déjà vu dans R carré. Par exemple, si je me donne deux droites, la première, je la note par F et la seconde par J. Donc, c'est un sous-espace, les deux sont des sous-espaces vectoriels de dimension 1, dont R carré qui est de dimension 2. Alors, je prends un vecteur arbitraire dans R carré de coordonnées X et Y. Alors, la projection de U sur F parallèlement à G, c'est exactement le vecteur V.
Et la projection de U sur G parallèlement à F donne le vecteur W. Et il est bien clair que U dans ce cas, c'est V plus W avec V appartenant à F et W appartenant à G. Alors, étant donné deux sous-espaces vectoriels F et G, on peut définir tel que E, c'est la somme directe de F et G. Alors, on peut définir une projection sur F parallèlement à G. Donc, projection sur F parallèlement à G de la façon suivante. Pour un vecteur X dans E, je le décompose comme A plus B avec A dans F et B dans G. Son image par la projection pi est A. Donc c'est la projection sur F parallèlement à G. Évidemment, si je prends un vecteur dans G, son image par pi c'est 0. Et donc c'est clair que F c'est l'image de pi et J c'est exactement le noyau de pi. De plus, si on calcule pi carré de x, alors le x c'est A plus B, donc c'est pi rho pi de A plus B, et pi de A c'est A, donc c'est pi de A, et pi de A c'est encore A. Donc c'est égal à pi de x. Et donc ce qu'on retient c'est que pi carré égale à pi. Alors on définit une projection dans un espace vectoriel E comme étant un endomorphisme pi qui vérifie pi carré égale à pi. Évidemment, toute projection sur un espace vectoriel parallèlement à un autre, tel que E, c'est la somme directe de ces deux sous-espaces vectoriels, est une projection de l'espace vectoriel. Dans cette proposition, on a regroupé quelques propriétés que vérifient les projections. Alors, la première, pi est une projection si et seulement si l'identité moins pi est aussi une projection. Alors, la preuve est très simple. Alors, on suppose que pi est une projection et on calcule i moins pi au carré. Alors, on trouve que c'est l'identité plus pi carré moins 2pi. Alors, là, il faut faire attention. En général, quand on a deux endomorphismes TS, on a T plus S au carré, c'est T carré, plus S carré, plus S rho T, plus T rho S. Et si T et S commutent, alors dans ce cas, on a T plus S au carré égale à T carré plus S carré plus 2 T rho S. Ce qui est le cas ici. Donc l'identité commute avec tout le monde et donc en particulier avec pi. Et donc on a l'identité moins pi carré, c'est l'identité plus pi carré moins 2pi. Or pi est une projection, donc pi carré c'est pi. Et donc ça donne finalement l'identité moins pi. Et ça prouve donc que l'identité moins pi est une projection. Et réciproquement, si l'identité moins pi est une projection, alors on va utiliser ce qu'on vient de démontrer. On a démontré que pi est une projection, implique que l'identité moins pi est une projection. Donc si je suppose que l'identité moins pi est une projection, alors ça donne que l'identité moins pi est une projection. Or ça c'est exactement pi. Donc pi est une projection. Maintenant, on va démontrer que le noyau de l'identité moins pi égale à l'image de pi. Donc, on prend x dans le noyau de i moins pi, et donc x égale à pi, x appartient à l'image de pi. Donc, ça montre l'inclusion suivante. Donc, le noyau de l'identité moins pi est inclus dans l'image de pi. Maintenant, on va démontrer l'autre inclusion. Donc, on prend x, un élément de l'image de pi. Donc, ce x est écrit comme pi de a avec a, un vecteur dont. Donc, on a i moins pi de x, c'est identité moins pi de pi de a. Et donc, c'est pi de a moins pi carré de a. Et comme pi égale à pi carré, on trouve que ça, c'est 0. Donc, l'image de pi est inclue dans le noyau de l'identité moins pi. Et donc, là, on obtient égalité. On obtient cette égalité.
Pour établir la deuxième égalité, celle-là, on va utiliser la première et le fait que l'identité moins pi est aussi une projection. Donc, si je remplace là pi par l'identité moins pi, on trouve l'image de l'identité moins pi égale au noyau de l'identité moins pi, et ça c'est le noyau de pi. Alors une autre propriété importante que vérifie une projection est que l'espace se décompose en somme directe de son noyau et de son image. Alors pour le démontrer, on va utiliser le lemme des noyaux. Donc d'abord on considère le polynôme px égale à x moins x carré, qu'on peut réécrire comme x fois 1 moins x. Alors on sait que p de t égale à 0 parce que, pardon, c'est pas t, c'est pi plutôt. Donc là c'est l'endomorphisme pi. Donc on a p de pi égale à 0. Et donc le noyau de p de pi égale à l'espace tout entier. Comme pi est le produit des deux polynômes, u de x égale à x et vx égale à 1 moins x, évidemment ils sont produits entre eux, alors le lemme des noyaux implique que E c'est la somme directe du noyau de u de t et du noyau de v de t. U de t c'est exactement l'endomorphisme t et v de t c'est l'endomorphisme identité moins t. Et on a vu dans la première assertion que le noyau de l'identité moins pi égale à l'image de pi. Ce qui établit la décomposition, bien sûr. Une petite remarque avant d'énoncer le prochain corollaire. Donc, si on prend pi, une projection, dans LE, alors l'espace se décompose comme somme directe du noyau de pi et du noyau de l'identité de E moins T. Et on pose Pi1, c'est l'application qui va de E, toujours décomposée comme somme directe du noyau de P et du noyau de l'identité moins pi, à valeur dans E, qui est A plus B associé B. Et je considère aussi pi2, l'application qui va de E, comme somme directe du noyau de pi, et du noyau de l'identité moins pi, à valeur dans E, qui a A plus B associé A. Alors maintenant, si je calcule pi de x, avec évidemment x, je peux le décomposer comme A plus B avec A dans le noyau de P et B dans le noyau de I moins pi. Alors pi de x, c'est pi de A, et comme A est dans le noyau de pi, c'est 0 donc. Et pi de B, c'est exactement B parce que B est un élément du noyau de l'identité moins pi. Donc pi de B égale à B. Donc pi de x égale à B. Et B, c'est exactement pi1 de x. Donc ça implique que pi égale à pi1. La même chose si j'applique i moins pi à x, alors x, je l'écris, c'est A plus B avec A dans le noyau de pi et B dans le noyau de I moins pi. Alors I moins pi de B, c'est 0 dans ce cas, et I moins pi de A, c'est A, parce que pi de A égale à 0, et donc I moins pi de A, c'est A. Donc égal à A, donc égal à pi de x. X étant arbitraire, donc I moins pi, donc pi2 égale à I moins pi. Et donc dans les deux cas, on a pi1 et pi2 sont des polynômes en pi. Donc pi1 appartient
à k de pi, et pi2 appartient à k de pi aussi. Alors, on va voir que cette propriété n'est pas propre aux projections, mais elle est vérifiée dans un cadre beaucoup plus général. En effet, si on considère une famille de k polynômes dont a deux premiers entre eux, et on pose P leur produit, et on considère aussi un endomorphisme T tel que P de T égale à 0. Alors on a E, c'est la somme directe du noyau de P1 de T, du noyau de P2 de T, et du noyau de PK de T. Alors évidemment, cette décomposition, on peut la voir facilement à partir du lemme des noyaux, parce que on a le noyau de P de T égale à cette somme directe, et quand P de T égale à 0, alors son noyau, c'est l'espace tout entier. De plus, si on fixe I un entier entre 1 et K, et on considère l'application via l'endomorphisme PI qui va de E dans E, qui a chaque vecteur X, que j'écris comme X1 plus X2 plus XK, avec XJ dans le noyau de PJ de T. Alors son image par PI, c'est XI, c'est-à-dire c'est la composante de X qui se trouve dans le noyau de PI de T. Alors le corollaire affirme que cet endomorphisme PI est un polynôme en T, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme un polynôme U de T. PI est une projection vient du fait que PI au carré, on peut calculer facilement PI au carré, on trouve que c'est égal à PI, donc c'est une projection. On pose QI le produit des polynômes PI, des polynômes PJ avec J différents de I. C'est-à-dire c'est QI tout simplement, c'est P1, PI moins 1, PI plus 1, PK. Alors, on a le noyau de QI de T, en appliquant le lemme des noyaux bien sûr, c'est la somme directe des noyaux de PJ de T avec J différent de I. Et comme on a P, c'est PI fois QI, et PI et QI sont premiers entre eux, alors E, c'est aussi le noyau de PI de T, somme directe avec le noyau de QI de T. Alors, dans ce corollaire, on considère un K polynôme, P1, P2, Pk, qui sont deux premiers entre eux, et on pose P leur produit. Alors, on suppose en plus que P de T égale à 0. Alors, le corollaire affirme que E se décompose en somme directe du noyau de P1 de T, du noyau de P2 de T, et somme directe jusqu'au noyau de Pk de T. Alors, cette égalité, on peut la voir facilement à partir du lemme du noyau, parce qu'en fait, ça, c'est le noyau de P de T. Et quand P de T égale à 0, alors son noyau, c'est l'espace tout entier. Alors maintenant, on fixe I, un entier entre 1 et K, et on considère la projection PI, donnée par, alors pour un vecteur X dans E, je peux le décomposer comme somme de XI avec X1 dans le noyau de P1 de T, X2 dans le noyau de P2 de T, et XK dans le noyau de PK de T. Et donc je définis PI de X, c'est la composante de X qui se trouve dans le noyau de PI de T, donc c'est XI. Alors, le corollaire affirme que cette projection est un polynôme en T, c'est-à-dire que PI de T s'écrit comme un U de T avec U un polynôme non X. Ou tout simplement, PI appartient à K de T. Évidemment, ça on l'a vu pour les projections, mais là on va le démontrer pour n'importe quel endomorphisme T annulé par le polynôme P défini dans ce corollaire.
Alors, on fixe I un entier entre 1 et K. Alors, l'application PI, c'est clair que c'est une projection, donc ça ne demande aucune vérification, parce que si je calcule PI carré, on trouve que c'est égal à PI, parce que PI carré de X, c'est PI de XI, et PI de XI, c'est XI tout simplement. Alors, on pose QI, c'est le produit des polynômes PJ avec J différent de I, c'est-à-dire c'est P1, PI moins 1, et je saute le polynôme PI, donc après PI plus 1, PI. Alors, dans ce cas P, c'est QI fois PI, et comme les PI sont, ou bien les PJ sont 2 à 2 premiers entre eux, alors on obtient que QI et PI sont premiers entre eux, et donc le lemme des noyaux implique que le noyau de P de T qui est égal à E égale au noyau de P1 de T sont directs avec le noyau de QI de T. Encore une fois, le lemme du noyau implique que le noyau de QI de T égale à la somme directe sur les J différents de I du noyau de PJ de T, c'est-à-dire ici c'est quart de QI de T, c'est quart de P1 de T, somme directe noyau de PI moins 1 de T, somme directe noyau de PI plus 1 de T, et le dernier c'est le noyau de PK de T. Le fait que PI et QI sont premiers entre eux, le théorème de Bézout implique l'existence de deux polynômes U et V, tels que UPI plus VQI égale à 1. Alors on injecte l'endomorphisme T dans cette égalité, on obtient l'identité de E égale à UPI de T plus VQI T. Alors maintenant je considère X un vecteur. Alors VQI de T appliqué à X appartient au noyau de PI de T parce que on a PI de T rho QI de T, c'est P de T c'est 0. Donc si j'applique PI de T à VQI de T appliqué à X, alors le fait que PI de T rho QI de T égale à 0, alors ça annule cette expression, et donc ce vecteur appartient au noyau de PI de T qui est égal à l'image de PI. En effet, la projection PI peut être écrite de cette manière. Je vois de E égale au noyau de somme avec le noyau de QI de T, et qui a X de la forme A plus B, on associe, il n'y a pas assez d'espace, on associe A. Et donc l'image de PI, c'est exactement le noyau de PI de T, et le noyau de PI, c'est le noyau de QI de T. En effet, si on revient à la définition de PI, alors on voit clairement que l'image de PI égale au noyau de PI de T, donc le XI appartient au noyau de PI de T, et en plus le noyau de PI, c'est-à-dire de la projection PI, son noyau c'est exactement la somme des vecteurs appartenant au noyau de PJ de T avec J différent de I. C'est-à-dire le noyau de PI, c'est exactement, alors je l'écris là. Alors le noyau de PI de T, le noyau de PI, pardon. Le noyau de PI, c'est exactement les vecteurs de la forme x1 plus
xi moins 1 plus xi plus 1 plus xk avec les xj sont dans le noyau de pj de t. Donc le noyau de pi, c'est exactement le noyau de qi de t. Maintenant, le x qu'on a fixé dans E s'écrit, c'est UPI de t appliqué à x plus VQI de t appliqué à x. Alors maintenant, j'applique la projection PI à x, ça donne PI de UPI de t appliqué à x plus VQI de t appliqué à x. Alors le premier vecteur, je parle de celui-là, appartient au noyau de PI. Et donc quand j'applique PI, ça donne 0. Donc ça c'est le vecteur nul. Le vecteur VQI de t appliqué à x, quant à lui, est dans le noyau dans l'image de PI. Et je sais que si un élément est dans l'image de PI, quand PI est une projection, alors PI de ce vecteur est ce vecteur lui-même. Donc PI de VQI de t appliqué à x, c'est exactement VQI de t appliqué à x. Et donc on obtient que PI c'est VQI appliqué à t. Donc PI est un polynôme en t. Ce qui termine la preuve. Cette vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons voir les polynômes minimaux et leurs propriétés.